Bonjour tout le monde et bienvenue sur ODC TV. Alors on rentre directement dans le vif du sujet en parlant de l'attentat raté contre Donald Trump le samedi dernier. A priori, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'un tireur professionnel de la CIA. Pour une simple raison, c'est qu'un tireur professionnel ne vise jamais la tête à une telle distance, car les mouvements de la tête sont trop rapides, trop imprévisibles. En général, on vise le cœur, et si jamais on le rate, on perfore les poumons quand même. Ce fut le cas d'ailleurs de Kennedy qui a été frappé au cœur. Mais on ne peut pas exclure totalement l'option d'un tireur professionnel, tout simplement parce que ça pourrait être un tireur professionnel, mais qui aurait visé délibérément la tête, parce qu'il soupçonnerait peut-être que Trump porte un gilet pare-balles. Donc on n'en sait rien. On sait juste qu'un jeune homme de 20 ans, un antifa, avec un parcours connu et standard pour un gauchiste, a été à l'origine du tir, même si on ne peut pas exclure l'existence d'un deuxième tireur, faisant de ce jeune homme juste un bouc émissaire que l'on va liquider immédiatement pour ne pas entamer une enquête sur un éventuel deuxième tireur. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Youssef Indy, que je remercie immédiatement. Bonjour Youssef. Bonjour Rachid, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc déjà, je rappelle qu'on va pas parler que de l'attentat contre Trump, mais on va revenir au premier mandat de Trump pour essayer de décrypter un certain nombre d'éléments qui sont souvent très mal compris par les commentateurs et les analystes, je parle même pas des journalistes, pour par la suite entamer une lecture prospective sur le éventuel futur mandat de Trump. En quoi pourrait-il être différent du précédent mandat? Mais déjà par rapport à l'attentat. Alors, qu'as-tu pensé de tout cela, sachant qu'aujourd'hui, on a un peu de recul par rapport à l'attentat? S'agit-il de l'état profond, d'un simple dingue de 20 ans qui a décidé de faire cavalier seul? Qu'en penses-tu? Alors, ce qu'on peut dire, c'est d'abord le narratif. Les médias américains, la plupart des médias américains n'ont pas parlé de tentative de meurtre. Pour prendre l'exemple de CNN, j'écoutais un des commentateurs qui disait que Donald Trump a été évacué par le service de sécurité, le Secret Service, après être tombé, après s'être mis au sol. Enfin bref, ils n'ont pas parlé de terreur ni quoi que ce soit. À les écouter, en fait, Donald Trump a fait un malaise. Bref, donc on a vu un narratif assez hallucinant, mais en même temps, on a vu très rapidement dans les grands médias américains des témoignages de pro-Trump qui étaient là, donc dans le public, et qui ont déclaré qu'ils ont vu le tireur monter sur un toit avec son fusil. Ils ont alerté la police, ils ont alerté les services secrets chargés de la protection de Trump, et ça n'a pas été pris en compte. It is the BBC, our partners out of the UK, who were reporting earlier today and spoke with a witness who says that he saw the gunman on a roof minutes before the shots were fired, and I want to play that sound for you now. We noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle, absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? Like they didn't know what was going on. We're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. He's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. Plusieurs personnes l'ont vu et ça n'a pas été pris en compte. Ça, première curiosité. Deuxième curiosité, il y a un des tireurs de services secrets qui était derrière Trump et dont le regard allait dans la direction du jeune tireur qui a tenté de tuer Trump. Preuve en est qu'il a été neutralisé au bout de 3-4 secondes. C'est qu'il l'avait en ligne de mire. Il l'avait en ligne de mire. La question, c'est pourquoi ils ne l'ont pas abattu plus tôt? Pourquoi ils ne l'ont pas abattu? D'autant plus que les gens dans le public voyaient très bien son fusil. Donc on voyait un type sur un toit. En plus, je crois qu'il n'y avait que 3 toits. C'était dans la cambrousse, au milieu de nulle part. Il ne pouvait pas le rater. Et en plus, il n'était qu'à 150 mètres.
L'autre élément, c'est, alors il y a des commentateurs qui disent oui, mais 150 mètres, c'est loin, il n'avait que 20 ans, etc. Mais les professionnels du tir disent que un gamin de 12 ans qui a fait du tir peut réussir ce tir à 150 mètres. 150 mètres, c'est pas loin du tout. Donc on s'étonne de l'âge de la personne, mais en fait, si on est l'état profond et qu'on veut assassiner quelqu'un, bon, on lui facilite la tâche visiblement en ne le faisant pas arrêter, en ne le neutralisant pas, puisque ni la police ni les services secrets ne l'ont neutralisé. Et puis, il se place à 150 mètres. Donc à 150 mètres, même un tireur médiocre, parce qu'on nous l'a présenté comme un tireur médiocre en nous disant oui, bah alors en fait il était trop mauvais, il était inscrit à un club de tir, on dit qu'il était très mauvais. Mais apparemment, d'après les spécialistes, même un mauvais tireur à 150 mètres, il peut atteindre sa cible. D'autant plus qu'il n'a pas raté sa cible, puisque la balle qui a visé Trump, la tête de Trump, aurait touché Trump si Trump n'avait pas simplement bougé la tête, ce qui a en fait un mouvement imprévisible. Donc le tireur ne pouvait pas prévoir ce tir. Quand il a tiré en visant la tête de Trump était donc, sa tête était perpendiculaire à la balle et il allait se la prendre en plein crâne, dans le cerveau. Donc bref, il a bougé à la dernière dixième de seconde et la balle a frôlé. Puis je crois il y a 2 autres balles qui sont passées, une à côté de lui et une au-dessus de sa tête quand il a baissé la tête et qui s'est mis au sol. Autre curiosité, c'est l'incompétence des services secrets. Sur Twitter, il y a une vidéo qui a circulé en faisant une comparaison entre le comportement des services secrets protégeant, entre guillemets, Trump et les services de sécurité du président vénézuélien Nicolás Maduro. Et donc, en fait, on voit très vite le service de sécurité de Maduro qui se précipite sur lui avec du Kevlar, donc des espèces de boucliers en Kevlar, des parapluies pour masquer en fait la zone de tir pour empêcher le tireur de réitérer. Donc on le protège, on protège le président avec du Kevlar, on met des parapluies pour obstruer le champ de vision du tireur et on évacue le président. Alors que là, dans Trump mesure 1m95, on voit des femmes membres du service de sécurité. Donc, il y avait beaucoup de femmes, bizarrement. Femmes, mais je veux dire, même les hommes lui arrivaient là, d'autres, les femmes lui arrivaient là. Au début, lui-même s'est baissé. Ils l'ont laissé se relever et on voyait la tête apparente de Trump. Il y avait un membre du service de sécurité qui mettait devant Trump comme si sa main allait le protéger. Enfin bref, c'était vraiment une scène étrange. Une scène de panique au sein des Secret Service. C'est-à-dire les gens qui normalement ne doivent pas paniquer. Voilà, et surtout, je reviens là-dessus, on a laissé le tireur se mettre en place et tirer sur Trump sans le neutraliser. C'est curieux. Donc, première déduction, c'est pas un tireur isolé. Parce que même si c'était un tireur isolé, comment est-ce qu'on explique le manque de réactivité des services secrets ? D'accord. Donc là, il y a différents éléments. Le premier, c'est que les agents de la sécurité chargés de la sécurité de Trump, peut-être qu'ils n'étaient pas initiés, mais qu'on a choisi exprès des bras cassés pour mal le protéger, parce que ils auraient pu se prendre une balle. Donc je crois pas qu'ils étaient initiés. Et on a vu par le mouvement de panique qui a été engendré que eux-mêmes n'étaient pas au courant. Mais c'était des bras cassés, ça c'est indiscutable. Deuxième élément, a priori, d'après ce que tu dis, le tireur est bien le jeune homme de 20 ans et que ce n'est pas très compliqué techniquement, d'après différents experts, d'atteindre la cible à une telle distance. Mais le jeune homme aurait été manipulé. Alors, il y a différents procédés pour manipuler des jeunes hommes. Alors, soit par les réseaux, on les contacte, en se présentant comme étant un mouvement de résistance contre le fascisme trumpien, etc. Et que il y a des gens dans les forces de l'ordre qui vont te soutenir si jamais tu réalises cet acte héroïque. Et donc, on embrigade quelqu'un indirectement pour réaliser ce dont a besoin l'état profond pour le liquider par la suite.
Mais penses-tu que ce soit l'État profond en lui-même? Parce que ça pourrait également venir du camp des républicains, parce que tout le monde n'apprécie pas Trump et peut-être que d'autres voudraient éliminer Trump pour présenter un autre candidat à la tête des républicains. Alors, en fait, il y a une partie des républicains qui sont trumpistes, et on l'a vu pendant son premier mandat, pendant son premier et unique mandat pour l'instant, il avait contre lui Trump et les démocrates et des républicains. Et donc, en fait, quand on parle d'État profond, on parle pas du parti démocrate, en fait. On parle d'un système complexe de réseaux qui mêlent des intérêts convergents, appareils militaro-industriels, multinationales, banques, CIA, départements d'État, militaires, et bien sûr le lobby pro-israélien. Et donc cet État profond, qui est composite, a des têtes émergentes, ou plutôt contrôle des républicains et des démocrates, y compris des gens autour de Trump. Donc il n'y a pas un parti républicain qui serait séparé du reste, qui seraient les démocrates et qui représenteraient exclusivement l'État profond. Autre élément, le truc, c'est que les républicains n'ont pas vraiment d'intérêt d'éliminer Trump, parce que s'ils éliminent Trump, ils sont pas sûrs d'avoir un candidat capable de battre les démocrates. Trump est le candidat des républicains parce qu'il est le plus populaire. Non, mais honnêtement, face à Biden, je pense que ça ne doit pas être très compliqué de... Bon, j'irai pas jusque-là, mais oui, quelque part. Oui, non, mais mais du côté démocrate, là aussi, on a une déclaration récente de Biden qui commence à dire que peut-être qu'il ne sera pas capable de battre Trump, et Obama a déclaré que peut-être que Biden devait revoir sa position et se sortir de la course. Donc il y a aussi, surtout du côté des démocrates, un plan B, mais le plan B est préparé depuis longtemps, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on parle de retirer Biden, même pendant la campagne, et de le remplacer notamment peut-être par Michelle Obama. Donc, en tout cas, du point de vue républicain, Donald Trump est le mieux... Et en plus, il a gagné les primaires républicaines, donc ils n'ont pas d'intérêt à éliminer leur candidat à quelques mois de l'élection. Par Michelle Obama, qui, je rappelle, est un homme. Un peu comme Brigitte Macron. Mais bon, c'est un autre débat. Mais il y a des théories par rapport à ça. Oui, je pense que tu es au courant. Mais on sait pas. Au courant, oui. Faudrait faire comme pour les papes, où on palpe les testicules avant de nommer les papes, comme ça on vérifie bien s'il s'agit d'hommes ou de femmes qui deviennent chefs d'État. C'est pas bête, hein, c'est une pratique intelligente. Mais c'est très transphobe. C'est ça. Ouais. Alors, maintenant, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui motiverait l'État profond à liquider Trump? Alors, il y a différents volets. Il y a le volet international, c'est le conflit en Ukraine, qui a une dimension existentielle pour l'État profond américain, tellement il s'est engagé dans cette entreprise et dans cet aventurisme-là. On sait très bien qu'il y a toute une mafia autour de Biden, notamment son fils, mais pas uniquement, qui sont fortement impliqués dans des affaires de corruption en Ukraine. Il y a également la présence de labos biologiques et bactériologiques en Ukraine qui ont été détectés par les Russes. Donc l'Ukraine est un peu une boîte de Pandore qu'il ne s'agit surtout pas d'ouvrir définitivement. Et Trump avait annoncé qu'il mettrait fin au conflit, et de manière assez rapide. Mais il y a également des raisons en interne qui amèneraient l'État profond à vouloir liquider Trump. Des affaires de procès, d'enquête par rapport au clan Clinton, etc. Alors selon toi, la semaine dernière, au moment où ils ont tenté d'éliminer Trump, quels étaient les motifs les plus importants? Bon. C'est une question compliquée, mais si on prend du recul et qu'on examine l'élection de Trump en 2016, sa campagne, les ennemis qu'il a désignés et la guerre interne la guerre civile au sein de l'establishment durant tout son mandat, et les affaires qui sont sorties, c'est-à-dire que Trump, durant son mandat, a été attaqué. Donc, ils ont monté des dossiers, des affaires, impeachment, etc. Tout ça, c'est public. Mais il y a aussi les affaires qui ont été sorties durant le mandat de Trump contre ses ennemis
qui ne serait pas sorti sans Trump. Parce que si les démocrates avaient été au pouvoir, vous imaginez bien qu'on n'aurait pas eu l'affaire déjà Weinstein, qui était un ami d'Hillary Clinton, contre Trump. Je rappelle au passage que le Miramax, la société de production de Weinstein, a été racheté. Il y a eu une opération de rachat menée par un ami milliardaire de Trump qui est un Libanais. Ça s'est passé un peu sous silence, et ça s'est fait dans la même séquence où Weinstein a eu ses soucis. Avant l'élection de Trump, donc c'était, je crois, l'événement des conservateurs républicains fin 2015. Donc Trump était déjà sur la rampe de lancement, donc se présentait à la candidature de la présidentielle au sein des Républicains. Il avait parlé de Bill Clinton et d'Epstein en disant que Bill Clinton est un gars sympa, mais qu'il risquait d'avoir des problèmes, notamment par rapport à l'île d'Epstein. Donc c'était déjà quelque chose qui était en préparation. Il y a eu l'affaire Epstein qui a explosé durant le mandat de Trump, sachant que Trump a fait partie des personnalités qui avaient témoigné et collaboré durant le premier procès d'Epstein. Et il avait été libéré. Et il y avait des pressions exercées sur le procureur, qui est d'ailleurs devenu l'équivalent, je crois, du ministre de la Justice dans l'administration de Trump, des pressions sur lui en lui disant que durant le procès contre Epstein, on lui a dit « c'est un trop gros poisson pour toi » et il est protégé par les services américains et étrangers, à savoir le Mossad, puisqu'il travaillait pour le Mossad, Epstein. Donc en fait, durant le mandat de Trump, on a vu une guerre où tous les coups étaient permis, entre d'un côté les réseaux autour de Clinton, de l'État profond, de l'establishment, et de l'autre, Donald Trump et son camp. Donc c'était une guerre. Maintenant, ces gens-là, surtout après les scandales qui ont éclaté, dont tu as parlé pendant la guerre en Ukraine, avec les histoires de biolab. Созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. La participation du fils de Biden, etc. Si Trump revient aux manettes, il se pourrait qu'il poursuive cette guerre contre le clan Clinton et Biden. Donc ça, c'est, je pense, déjà une des raisons principales pour laquelle ils ont essayé de l'assassiner. Et puis il a mis fin, d'ailleurs tu l'évoques dans l'un de tes articles, à ces sujets, il a mis fin à l'opération de l'État profond américain en Syrie, notamment à travers la création de Daesh, etc., en collaborant activement avec la Russie pour éliminer cette menace-là. Alors il faut préciser, oui, pour les auditeurs, en fait j'ai écrit de nombreux articles avant l'élection de Trump, pendant la mandature de Trump entre 2016 donc, et 2019, fin 2019. Jusqu'à quasiment la fin de son mandat. Et en fait, donc ces articles-là, je les ai republiés dans ces jours-ci sur Twitter, sur ma page Twitter, donc vous pouvez les retrouver. En fait, donc une des raisons pour lesquelles ils veulent empêcher le retour de Trump, c'est que Trump avait fait une campagne plutôt isolationniste, c'est-à-dire que il avait pointé du doigt les dépenses faramineuses pour les guerres extérieures qui ont ruiné l'État américain, notamment les guerres au Proche-Orient. Quand il arrive au pouvoir, il tente d'engager un processus de retrait des troupes. Ça avait été déjà engagé en partie par Obama, à partir de 2011, et lui voulait accélérer le processus. D'ailleurs, le retrait d'Afghanistan qui a eu lieu en 2021 sous l'administration Biden avait été décidé et signé par Donald Trump durant son mandat. Et il avait demandé le retrait de plusieurs milliers, d'ailleurs il l'a obtenu, mais
En fait, il y a eu une guerre interne entre Trump et le commandement militaire américain. C'est-à-dire que lui, il voulait retirer un maximum de troupes, voire toutes les troupes de Syrie et d'Irak, et le commandement militaire américain a refusé. D'ailleurs, ce qui a conduit à des démissions de membres de la haute administration américaine contre Trump. Et d'ailleurs, Trump avait accusé Obama et Hillary Clinton d'avoir créé Daesh. Donc, et il a aussi, par exemple, fermé une antenne de la CIA en Jordanie qui était, qui avait pour fonction de coordonner, d'armer et de payer les groupes terroristes en Syrie, notamment dans le Golan, pour le compte d'Israël. Donc, il y a eu de nombreux événements. Donc, j'ai rapporté tout ça dans mes articles. Il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés sous silence ou que des observateurs ont oubliés et qui sont totalement méconnus du grand public. Et je rappelle que j'ai vraiment passé beaucoup de temps à analyser ce qui se passait en interne aux États-Unis et en politique extérieure et les conflits internes. Je peux donner d'autres exemples. Quand par exemple ils nous ont ressorti l'histoire du gazage de la population syrienne par le président Bachar el-Assad. Je rappelle qu'ils nous avaient fait ça en 2013 ou 2013. Puis ils l'ont refait en avril 2017, puis ils l'ont refait au hiver-printemps 2018. À chaque fois, c'est ce que j'ai appelé un remake géopolitique. Et donc, ils ont refait le coup durant le mandat de Trump, en disant, bon voilà, il faut faire quelque chose, il faut bombarder la Syrie, etc., etc. Donc, en fait, on a voulu pousser Trump dans une guerre ouverte, directe, contre l'État syrien, puisque l'État syrien n'est pas tombé, grâce à l'intervention des Iraniens, du Hezbollah et de la Syrie et de la Russie. Donc, ils ont empêché la destruction totale de la Syrie et la chute de l'État syrien. Donc, les faucons, les néoconservateurs pro-israéliens ont voulu entraîner Trump dans cette guerre. Qu'est-ce qu'a fait Trump ? Il a dit oui, bon, il a joué le jeu, c'est-à-dire qu'il a dit oui, c'est horrible ce qu'a fait Bachar el-Assad, etc., etc. Il a dit on va faire quelque chose, on va frapper. Donc il a appelé, donc les Américains, donc Trump a appelé Poutine, en gros les Américains ont appelé les Russes, puisqu'en fait ils avaient mis en place, à partir de l'intervention russe, un système de communication entre Russes et Américains notamment, mais aussi les forces en présence, Turcs, etc., un système de communication pour pas qu'il y ait de bavure. Voilà, donc voilà, on va frapper là. Donc les Américains préviennent les Russes, ils leur disent voilà, on va frapper telle position, un hangar. Donc les Russes préviennent les Syriens, ils leur disent voilà, les Américains vont frapper tel hangar. En gros, il faut vider le hangar. Donc les Syriens ont vidé le hangar, les Américains ont frappé, ils ont envoyé des missiles, ils ont frappé des hangars vides. Et donc là, frappe théâtrale, et Donald Trump déclare ça y est, mission accomplie, nous avons puni Bachar el-Assad, nous pouvons rentrer à la maison. Et en fait, ça a été ça pendant tout son mandat. Pareil avec la crise iranienne. Crise iranienne en 2019, provoquée par les Israéliens, qui ont alimenté John Bolton, qui était dans l'administration américaine de Trump. Il était à la sécurité nationale. John Bolton est un homme des Israéliens. Il a toujours été un homme des Israéliens. Et il alimentait l'administration Trump de rapports du Mossad disant que les Iraniens allaient frapper les intérêts américains. Donc il y a eu une première crise avec un navire, un false flag en fait, un navire commercial qui a été frappé au large près de l'Iran. Donc ce navire a été aidé par des équipes de sauvetage iraniennes et les Américains, enfin les Israéliens avec leur porte-voix aux États-Unis ont dit voilà, c'est une frappe iranienne, il faut faire quelque chose, etc. Puis il y a eu une autre provocation, c'est un drone américain qui a survolé l'espace aérien iranien qui a été frappé. Et donc là, John Bolton, il y a eu une réunion de crise à la Maison Blanche et il y avait une confrontation entre l'entourage de Trump, y compris aussi des militaires qui ne voulaient pas de confrontation directe avec l'Iran, et les pro-israéliens dont John Bolton qui voulaient absolument déclencher une guerre contre l'Iran en 2019. Et Trump
a ouvert un canal de discussion avec l'Iran via Oman. Et il leur a fait passer le message suivant: je veux discuter avec vous sur certaines questions, mais je ne veux pas de guerre contre l'Iran. What I'd like to see with Iran, I'd like to see them call me. You know, John Kerry speaks to them a lot. John Kerry tells them not to call. That's a violation of the Logan Act. And frankly, he should be prosecuted on that. What they should be doing is calling me up, sitting down, we can make a deal, a fair deal. We just don't want them to have nuclear weapons, not too much to ask. Le guide suprême iranien a répondu: non, nous on communique pas. Si vous nous frappez, nous on va répondre à l'échelle régionale et internationale. Et que fait Donald Trump? Il limoge John Bolton en déclarant: si j'écoutais John Bolton, nous serions déjà en guerre contre l'Iran. John's very good. John is he has strong views on things, but that's okay. I actually temper John, which is pretty amazing, isn't it? Nobody thought that was going to happen. I'm the one that tempers him. Donc ça, je donne juste quelques exemples pour que les gens comprennent la situation aux États-Unis et ce qu'essayait de faire Trump durant son mandat, à savoir l'objectif de Trump. Trump s'est fait élire sur un projet, pas un projet mondial, s'est fait élire sur un projet domestique, de protectionnisme, de réindustrialisation, et avec un système de taxes douanières, de taxes contre les entreprises américaines qui ont délocalisé, pour rapatrier la production sur le territoire américain. Mais il y a une dichotomie. La dichotomie entre protectionnisme économique et hégémonisme mondial. Ça fonctionne pas. Normalement, c'est globalisation économique. La globalisation économique est le pendant économique de l'hégémonisme mondial. Et le protectionnisme est le pendant de l'isolationnisme en termes de géopolitique, c'est-à-dire de recentrage. Mais le problème, c'est que Donald Trump, le président des États-Unis en général, n'a pas autant de pouvoir que le président français ou le président russe. Dans le système américain, la Maison-Blanche a beaucoup moins de pouvoir que n'en a le président russe en Russie, le président français en France. Le président français en France, en théorie. autant UE, etc. Ouais, sur le papier. En théorie, selon la 5e République, la constitution de la 5e République. Et donc, il ne pilote pas grand-chose, Donald Trump, le président des États-Unis. Il doit toujours composer, non seulement avec d'autres institutions, la CIA qui est quasiment autonome, le département d'État, le Pentagone, etc., sans parler de l'État profond, c'est-à-dire un pouvoir qui est à l'intérieur de ces institutions et qui, lui, ne se présente jamais au futur. Donc lui, Donald Trump, a voulu mener sa politique protectionniste qu'il a réussi en partie, mais il n'a pas pu véritablement mener une politique isolationniste, parce que si on prend d'autres exemples, il faut être nuancé, il faut être précis et nuancé. Durant le mandat de Trump, il y a eu plus de sanctions économiques contre la Russie qu'il n'y en a eu sous le mandat Obama. Parce que ça, c'est pas sous le contrôle de la Maison-Blanche. C'est pas Trump qui décidait. Donc, ce sont des décisions qui lui étaient imposées. Par contre, si on examine, et j'avais suivi ça de près, la guerre a continué dans le Donbass pendant le mandat de Trump. Mais quand Biden est arrivé au pouvoir, on a vu très très rapidement se mettre en place le processus de déclenchement d'une guerre contre la Russie. Déjà, dès que Biden est arrivé à la Maison-Blanche, la propagande anti-russe a recommencé, comme à l'époque d'Hillary Clinton quand elle était secrétaire d'État. Et ça y est, donc à la fin de la première année du mandat de Biden, il y avait une ligne de front qui était en train de se mettre en place contre le Donbass et une large offensive allait commencer. Ce qui ne s'était pas passé durant le mandat de Trump. Donc voilà, il faut avoir une vision très précise des relations en interne, de la guerre froide au sein de l'establishment et de ses répercussions à l'échelle mondiale. Donc pour être très clair, l'Amérique est notre ennemi structurel. C'est structurel.
Maintenant, il peut y avoir un président relativement isolationniste comme Trump qui va arriver au pouvoir et qui va freiner cette machine. Mais la machine est mise en place, il y a un État profond qui est déjà aux manettes, et il ne faut pas attendre de miracle d'un homme qui, en plus de ça, aux États-Unis, est beaucoup moins puissant, je l'ai dit, qu'un président français ou un président russe. Donc si j'ai bien compris, le modèle impérial à l'ancienne, on a une métropole ultra protégée commercialement, avec des colonies qui sont un champ de prédation et d'hégémonie, ce n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, le prix de l'hégémonie, c'est d'accepter que la métropole se dilue dans l'économie mondiale. Et donc, si les États-Unis veulent maintenir une hégémonie, ils doivent accepter de se diluer dans leur propre empire. Par contre, si on veut un protectionnisme, faut accepter de troquer une partie de l'hégémonie contre plus de protection et qu'on peut pas jouer sur les deux tableaux. Or, le problème, comme tu l'expliques, Trump est inscrit dans une configuration de rapport de force qui l'amène de temps en temps à concéder des choses à l'international, parce que pour lui, c'est secondaire, vu qu'il a été élu sur un programme interne, c'est-à-dire le rétablissement de l'industrie, la réindustrialisation des États-Unis, lutter contre le chômage, encourager les entreprises américaines face à la concurrence chinoise, etc. Et donc, il n'y a rien d'étonnant à voir des concessions des fois à l'international. Ce qui nous amène à la question de ce que tu nommes la marche de l'ivrogne, c'est que des fois, il a des positions très souverainistes, qui respecte d'ailleurs d'autres souverainismes. Il est allé rencontrer le président de la Corée du Nord, il avait des relations d'égal à égal avec Poutine, mais en même temps, de temps en temps, il lâche Jérusalem comme capitale d'Israël. Il se retire de l'accord nucléaire sur l'Iran, qui avait été conclu peu de temps avant sa nomination. Il tue Soleimani. Donc, cette marche de l'ivrogne est-elle en réalité la traduction d'une tactique trumpienne de composer avec le réel pour atteindre quand même, ne serait-ce qu'un petit peu, les résultats? Et est-elle payante? C'est-à-dire, peut-on dire qu'elle a été payante, relativement payante? Alors, vaste question. On va essayer de prendre les cas pratiques, comme ça va nous aider à faire comprendre au public ce qui s'est passé. Aux États-Unis, quand on est président des États-Unis, je prends le cas de Jérusalem, parce que là, c'est quand même très parlant. Quand on veut accéder à une place au Sénat, Congrès, a fortiori à la présidence, on ne peut pas y arriver sans faire allégeance au lobby pro-israélien. Pour ça, j'avais dit une fois, l'important, c'est pas de savoir si Trump est sioniste dans son cœur. Moi, je ne dis pas les cœurs et les reins. Quelle que soit votre orientation, votre amour ou votre détestation d'Israël, ceci ne rentre pas en ligne de compte. Vous devez montrer publiquement que vous aimez Israël si vous voulez accéder à un poste dans les hautes fonctions et à la Maison Blanche. Pourquoi? Parce que si vous vous attaquez à Israël, non seulement vous n'allez pas bénéficier de l'argent du lobby pro-israélien, mais en plus de ça, le lobby va présenter un candidat contre vous. Donc il va plus vous financer, il va présenter un candidat contre vous et vous faire perdre votre place. D'ailleurs, à la fin des années 90, c'est un peu ce qui est arrivé à Hillary Clinton, qui a subi les foudres du lobby pro-israélien, simplement parce qu'elle avait embrassé la femme de Yasser Arafat. Elle avait prise dans ses bras. Bon là, s'en est suivi une campagne de dénigrement. Ils ont mis la pression sur elle, et elle a fait un virage de 180 degrés tout de suite. Donc ce lobby est extrêmement puissant. C'est, d'après les témoignages rapportés notamment même de Bill Clinton en exercice, c'est le lobby le plus puissant des États-Unis, certainement le plus puissant au monde. Donc vous ne pouvez pas accéder au pouvoir sans faire allégeance à ce lobby. Donald Trump le sait, d'autant plus qu'il est quand même entouré de ces gens. Il a fait affaire, par exemple, son gendre, Jared Kushner, est le fils d'un promoteur immobilier véreux, new-yorkais, qui faisait affaire avec Donald Trump, en fait. C'est comme ça que la fille de Trump a connu Jared Kushner et qu'ils se sont mariés. Et d'ailleurs, Jared Kushner est proche de la communauté orthodoxe Lubavitch. Au passage, ça, je l'ai écrit depuis 2016-2017. J'ai pas attendu 2024 pour en parler. Donc, il est encerclé par ces gens. Autre élément, pour en venir à Jérusalem, un des hommes les plus riches
des États-Unis était Sheldon Adelson, qui est mort récemment, qui était d'ailleurs un concurrent de Trump dans le domaine des casinos. Donc c'était un mania des casinos, etc. C'était un juif ukrainien, Sheldon Adelson. Lui a été donc un des principaux, si ce n'est le principal donateur du parti républicain. Il a aussi un lobby sioniste néoconservateur, donc vraiment à droite, je crois qu'il s'appelle AOZ. Et donc, quand Trump s'est présenté, il a bénéficié aussi de l'argent de Sheldon Adelson. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, quel que soit le candidat, républicain ou démocrate, de toute façon, le lobby pro-israélien finance les deux. Comme ça, il gagne à tous les coups. Quand Trump arrive au pouvoir, eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, il y a un décret qui a été signé par la présidence américaine prévoyant le déplacement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Simplement, chaque année, les présidents américains dérogeaient, c'est-à-dire qu'ils repoussaient l'application du décret. Trump arrive au pouvoir en 2017, et donc, première année, il fait comme les autres. Il repousse d'un an. Et là, Sheldon Adelson a tapé du poing sur la table. Il a pesté contre Trump. Donc, en fait, quand vous avez le premier donateur du Parti républicain et donateur de votre campagne qui vous dit en gros, si j'ai financé ta campagne, c'est pour que tu reconnaisses Jérusalem, capitale d'Israël, et déplacer l'ambassade, eh bien, c'est un signal politique important. Et donc, l'année suivante, 2018, Trump reconnaît Jérusalem comme capitale et déplace l'ambassade. Mais bon, il a déplacé l'ambassade, mais il n'a pas déplacé la résidence de l'ambassadeur. Après, bon, ça a dû être fait par la suite. Et Trump fait ça dans le contexte dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire un contexte de guerre interne au sein de l'establishment, avec les affaires de soi-disant collusion avec la Russie, etc. Donc tentative d'impeachment. Donc lui, Donald Trump, pour obtenir le soutien d'une partie du lobby pro-israélien, il doit le satisfaire pour faire face au camp qui voulait le destituer. Donc ça, je le comprends bien, mais il y a quand même un problème. Bon, c'est que d'un côté, dans l'un de tes articles, et j'invite les gens à les retrouver sur ton profil Twitter, X, tu développes l'idée selon laquelle, pour certains lobbies aux États-Unis, notamment le lobby financier, mais même le lobby juif, Trump aurait été un président jetable. C'est-à-dire qu'il a été nommé uniquement pour faire voter des lois sur les impôts, les niches fiscales, etc. Et une fois cela fait, la cabale a commencé contre Trump par rapport au dossier des connivences avec la Russie, etc. Parce qu'il a fait ce pourquoi il a été élu. Et tout le reste était problématique. Ce qui l'a amené très rapidement à faire beaucoup de concessions juste pour pouvoir rester président. Alors, si demain on le laisse gagner, là encore, il doit y avoir forcément un deal pour qu'on le laisse gagner. Bon, ça va pas être Jérusalem, capitale d'Israël, puisque ça a déjà été fait. Mais pourquoi je dis tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui placent beaucoup d'espoir dans Trump, à tort, à mon avis. Certains parlent de Trump comme s'il était musulman, comme s'il était palestinien et qu'il doit des choses au monde arabe. Et pourquoi il n'a pas fait ça? D'autres comme s'il était russe. Non, il est américain, il est avant tout pro-américain. Ça veut dire que demain, pour pouvoir réaliser un certain nombre de promesses en interne, il serait prêt à sacrifier Gaza, en disant à Netanyahou, assure-moi du soutien du lobby juif aux États-Unis pour réaliser mes promesses, et en échange, je te laisse définitivement annexer Gaza. Donc, ce risque-là est-il plausible? Vu que la configuration n'a pas changé, l'État profond est toujours là, les rapports de force sont toujours là, et puisqu'il a déjà concédé Jérusalem, il ne reste plus que Gaza. Oui, mais ça c'est possible. Il faut pas, j'ai encore dit, de toute façon, Donald Trump, durant tout son mandat, il a eu une attitude globalement pro-israélienne. Mais quand on regarde dans le détail, il n'a pas aidé militairement les Israéliens. Au contraire. D'ailleurs, il y a des généraux israéliens, j'ai rapporté ça dans mes articles, qui ne comprenaient pas l'attitude de Trump, parce qu'en fait, il faisait des déclarations pro-israéliennes à tout va, et pendant qu'il faisait ces déclarations pro-israéliennes, il fermait une antenne de la CIA, il coupait
le financement des groupes terroristes dans le Golan, ce qui a contraint Israël à prendre le relais. C'est-à-dire que Israël a été contraint d'armer et de financer des groupes terroristes dans le Golan pour qu'ils fassent tampon entre le Hezbollah, l'armée syrienne, et Israël. Donc ça, c'est un des sales coups faits par Trump à Israël. Aussi le retrait des troupes de Syrie et de Gaza. Parce que la présence de troupes américaines en Syrie et à Gaza, c'est aussi en partie pour soutenir Israël. Puisque les Israéliens se sont beaucoup plaints pendant le mandat de Trump de l'action des Hajj Sha'bi et du Hezbollah irakien, qui eux-mêmes menaçaient Israël en disant, mais parce qu'il y a eu des frappes qui ont été menées contre ces forces-là par Israël, et eux répondaient, mais nous, on peut, n'oubliez pas qu'on fait partie de l'axe de la résistance avec la Palestine, le Hezbollah, la Syrie et le Yémen, et qu'on peut s'autoriser de frapper sur Israël. Donc le retrait de troupes américaines de Syrie et d'Irak a desservi les Israéliens. Donc je veux dire, sur le cas israélien, Trump est ambigu, même du point de vue des Israéliens. Ce qui explique aussi, donc c'est vraiment tous ces détails-là qu'il faut examiner. Ce qui explique aussi le sale coup de Benjamin Netanyahou. Quand il y a eu l'élection de Biden je crois que c'était en 2021, élection ouvertement truquée, parce qu'on voyait les chiffres, je veux dire, le soir, Trump avait l'avantage, le matin, il perdait, et donc Trump n'a pas reconnu, je veux dire, il a pas reconnu la victoire de Biden, et Benjamin Netanyahou s'est empressé de reconnaître Biden président des États-Unis. Et Trump a déclaré à plusieurs reprises que Netanyahou l'avait trahi, que c'était un traître, et que malgré tout ce qu'il a fait pour Israël, la reconnaissance de Jérusalem, etc., bien c'était un traître. Et d'ailleurs, quand il voulait retirer des troupes, etc., de Syrie et d'Irak, et que les Israéliens se plaignaient, ou qu'il n'était pas suffisamment, même pas du tout actif contre la Syrie, il fait un tweet, par exemple, où il dit je suis le président qui a eu le courage de reconnaître Jérusalem capitale, on va bien s'occuper d'Israël, tout ira bien pour Israël. Ouais, mais en même temps, il retirait des troupes et il fermait l'antenne de la CIA qui finançait et qui armait les groupes terroristes pour Israël. Donc c'est ça, Trump. Et encore une fois, en termes de méthodologie, ce qu'il faut voir, ce ne sont pas les déclarations de Trump. Jamais, jamais. Parce que de toute façon, ces déclarations sont contradictoires. Là, j'ai écouté durant un meeting, il dit oui, rendez les otages, si vous rendez pas les otages, vous allez voir ce que vous allez voir. Et alors que là, il y a peut-être 2 mois, il donne une interview à une télévision israélienne et il leur dit il faut que vous arrêtiez ce que vous faites à Gaza parce que vous êtes en train de vous mettre à dos même vos amis. Donc en fait, sur la question de Gaza, on ne sait pas du tout comment il va se comporter. Parce que, qu'est-ce que fait l'administration Biden? Elle alimente en armes les Israéliens. Donc ils aident les Israéliens. Les Israéliens ne pourraient pas massacrer des dizaines de milliers de Gazaouis sans les armes américaines, sans les munitions américaines. Donc il est très probable que Trump fasse ce que fait déjà l'administration Biden, c'est continuer à envoyer des armes à Israël. Donc voilà pour cette. Non, c'est vrai que la plupart des mouvements souverainistes qu'on a connus les 10 dernières années, leur ultrasionisme m'a toujours paru très louche. Alors, je parle de Bolsonaro, de Viktor Orban, il est évident que ces gens-là ne portent pas dans leur cœur la communauté de lumière. Mais ils savent que pour pouvoir rester souverainistes, faire réellement des actions qui comptent au niveau de leur pays, le prix à payer, c'est d'afficher, de simuler une forme d'ultrasionisme. Parce que dans tous ces pays, ils sont également soumis à des rapports de force qui limitent l'amplitude de leur champ d'action. Mais pour Gaza, effectivement, c'est pas très clair, on ne sait pas comment il va se comporter. Maintenant, il faut rappeler juste que quand on a parlé des biolabs en Ukraine, ce n'est pas un fantasme, parce que les États occidentaux n'ont pas hésité, quand il le fallait, à déclarer une guerre biologique contre tous les peuples à travers la pandémie qu'on ne va pas nommer et qui se termine par 1-9. D'ailleurs, je rappelle que cette pandémie a permis de mettre en difficulté, pas la pandémie en elle-même, mais la récupération qui en a été faite, la propagande qui en a été faite, a permis de mettre à mal Bolsonaro au Brésil
et Trump aux États-Unis. D'ailleurs, sans cette pandémie-là, peut-être que Trump aurait pu être réélu. Mais toute une propagande a été mise en marche pour montrer qu'il a très mal géré la pandémie. On a inventé des chiffres totalement fictifs du nombre de morts, etc., pour mettre à mal. Et donc demain, maintenant, on va aller dans la prospective. Si Trump gagne, premier élément, Trump n'est plus un puceau. Il a déjà été président, donc il a déjà identifié quels sont les centres de force de l'État profond, quelles sont les lignes de l'État profond. Et donc, on devrait s'attendre à une plus grande efficacité lors du nouveau mandat de Trump. Mais en même temps, ne penses-tu pas qu'on puisse avoir droit à une deuxième guerre de type biologique ou bactériologique ou un autre cataclysme planétaire si jamais Trump va trop loin dans sa lutte contre l'État profond américain? Oui, alors c'est possible. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu qu'il y avait eu une espèce de shutdown de Microsoft à l'échelle mondiale et que ça perturbait les aéroports, etc. Et un certain nombre de banques. Donc, on peut s'attendre à ce genre d'événement parce que tu as parlé de la fameuse pandémie. Et cette pandémie-là a causé des dégâts économiques qui ont ruiné le mandat de Trump, qui était justement axé sur la relance économique des États-Unis, la remontée des exportations, la baisse du chômage, y compris des femmes, des Noirs et des Latinos. D'ailleurs, il avait battu un record, je crois. Le taux de chômage des Noirs, des Latinos et des femmes était au plus bas depuis 2002, quand, après un an de mandat de Trump. Et effectivement, les confinements, etc., ont détruit l'économie occidentale, y compris celle des États-Unis. Au début, Trump s'était opposé verbalement aux injections, mais finalement, il a été obligé de l'accepter. Après, il y a eu des États, certains États plutôt conservateurs républicains, qui ont refusé cette tyrannie, mais ils l'ont eu comme ça. Donc, en fait, effectivement, l'État profond a beaucoup de leviers. Et là, j'écoutais un extrait de Infowars qui avait comme invité le général Flynn. Le général Flynn, qui a été dans l'administration très peu, 2 semaines dans l'administration américaine, il a été dans l'administration Trump, qui disait que il est possible qu'on ait droit à un false flag en Europe de l'Est, attribué à la Russie, conduisant les États-Unis dans une guerre directe contre la Russie et annulant les élections de novembre. Bon, c'est pas un dingo sur Internet qui raconte ça. C'est un général américain qui a occupé des postes très importants dans la haute administration américaine. Et lui dit que dans l'État profond est capable de ce genre de manœuvre. De toute façon, on l'a vu. Donc on peut avoir une série de sabotages déjà avant même que Trump n'arrive à la Maison Blanche. Donc il y a eu les procédures judiciaires, ça a échoué. Il y avait eu l'impeachment qui a échoué. Il y a eu la tentative d'assassinat qui a échoué. Mais bon, je pense qu'ils ont encore ils sont pas à court d'idées, hein, ces gens-là. Hein. Ça, j'en doute pas. Et puis, il faut rappeler que lorsque Trump a été élu, il a été élu dans un contexte international qui lui était favorable, puisque dans beaucoup d'États dans le monde à l'époque, il y avait des mouvements souverainistes qui avaient réussi à prendre le pouvoir. Il y a eu le Brexit, il y a eu Bolsonaro, il y a eu beaucoup d'États dans le monde qui ont réussi un virage souverainiste. Il y a le Brésil avec Bolsonaro, il y a le Brexit et le fait que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est totalement différent, puisque les démocrates ont réussi à évincer du pouvoir la plupart de ces mouvements-là. Au Brésil, on a vu comment ils ont réussi à remettre en selle Lula. Et ceux qui résistent, ils tentent de les liquider. On a vu avec Fico en Slovaquie. Et donc Trump, aujourd'hui, à la tête des États-Unis, sur qui peut-il compter à l'international? Sûrement pas sur l'Union européenne, sûrement pas sur l'Amérique latine. Sur qui? Alors, à l'échelle internationale, en fait, il ne peut compter que sur les ennemis des États-Unis. Pour être plus précis, depuis la fin du mandat de Trump, la multipolarité s'est beaucoup renforcée. La Russie s'est renforcée, la Chine s'est renforcée, notamment parce que la Russie s'est renforcée. C'est devenu un pôle d'attraction
je veux dire, économiques, politiques et diplomatiques. Et donc, si Trump revient au pouvoir, il retrouvera un monde très différent de celui qu'il a connu en 2017 quand il est arrivé au pouvoir. Je veux dire, la puissance américaine a continué à décliner, et relativement, elle a beaucoup décliné si on prend en compte la remontée en puissance de la Russie, de la Chine, etc. Et le fait que la Russie a osé défier l'OTAN et lui inflige une défaite. Donc en fait, ce qui peut aider Trump dans une politique isolationniste, c'est la nouvelle réalité géopolitique où les autres puissances face aux États-Unis ont pris beaucoup plus de poids. C'est-à-dire que ce soit de toute façon Trump ou un autre, les États-Unis sont obligés aujourd'hui de prendre en compte la nouvelle réalité géopolitique. Ils se sont retirés d'Afghanistan, ils se sont retirés en partie de Syrie et d'Irak. Le Hamas, malgré le massacre de la population de Gaza sur le plan militaire, les Israéliens sont en train de perdre. Économiquement, les Israéliens, là, ils ont perdu 45 000 entreprises. Dans les prochains mois, on va atteindre les 60 000. Donc l'allié proche-oriental des États-Unis est en train de se casser la figure. En Europe, on a quoi? On a des puissances en déclin face à la Russie, et notamment à cause des sanctions économiques. Et donc là, j'écoutais le colistier de Trump qui disait que le problème qu'on a avec les Européens, c'est que ce ne sont même pas des alliés, ce sont des vassaux qui acceptent leur propre destruction économique. Donc on pourra avoir une administration américaine qui en fait remette en question la politique américaine en Europe. Donc ce qui peut arriver de mieux aux Européens, c'est justement un retrait relatif des États-Unis. Mais bon, je rappelle aussi que la loi sanctionnant le Nord Stream a été votée durant le mandat de Trump. Et la destruction du Nord Stream a été exécutée sous le mandat de Biden. Donc en fait, il y a une continuité de la politique américaine malgré cela. Je rappelle aussi que les Américains sous Trump sont sortis de l'accord russo-américain sur la fabrication de missiles à moyenne portée, enfin de missiles tête nucléaire à moyenne portée. Ils ont élaboré une nouvelle doctrine militaire nucléaire, les Américains, je crois que c'était en 2018, sous Trump, où le document désignait clairement la Russie comme ennemi des États-Unis. donc bon, je suis pas particulièrement optimiste. Bon, pour les Américains, oui, bon, ils vont avoir un président qui va défendre les intérêts économiques des classes moyennes, des industries, etc. Mais je veux dire, nous, en tant que non-Américains, ce qu'il faut voir, c'est quels sont ce qu'il faut, de notre point de vue, examiner et tenir en compte, c'est la guerre civile interne aux États-Unis, à l'establishment, ses conséquences et en quoi les puissances adversaires et les puissances, enfin les pays prisonniers des États-Unis pourront en tirer profit. Vous voyez, parce que bon, bah nous on est des analystes, on est là, mais on peut pas faire grand-chose. Hein. Et personnellement, pour toi ou pour moi, Trump ou Biden, ça changera rien du tout à notre vie quotidienne. Mais par contre, pour les chefs d'État des puissances moyennes, des puissances adversaires, bah, il faut analyser cela en détail, voir les failles et en tirer parti. Donc c'est ce qui se passe aux États-Unis ne nous concerne pas directement, mais nous concerne indirectement. Et il faut, pour ça que je dis, il faut l'analyser froidement, ne pas être un militant. Il y a des crétins qui disent oui, tu es pro-Trump. Non, j'ai jamais été pro-Trump. Surtout, moi, je suis pas un Américain. Donc que je sois pro-Trump ou pro-Biden, ça change rien à l'affaire. Je vote pas aux États-Unis, les gars. Donc moi, ce que je fais, c'est je produis des analyses j'essaie de produire des analyses qui permettent aux gens de comprendre la situation. Mais fondamentalement, un pro-Trump ou un anti-Trump, moi, ça me dérange pas que quelqu'un soit pro-Trump ou anti-Trump. C'est pas mon affaire. Moi, c'est pas mon rôle. Je suis pas militant.
Bon, tout ce qu'on peut dire par rapport à Trump, c'est qu'effectivement, il ne faut pas y voir une forme de messie, mais de partir du constat qu'il y a une continuité de la politique américaine, de la politique extérieure en tout cas, qui demeure inchangée, avec des différences de méthode entre républicains et démocrates. Donc il a le mérite d'être, alors je dirais pas un petit catéchone, mais un petit troublion qui empêche le déroulement naturel, ininterrompu de la politique de l'État profond. Donc au moins il a le mérite de ramener en interne les contradictions propres à l'Empire américain et de réduire l'intensité de ces contradictions à l'international. Mais au-delà, ça relève du militantisme. Effectivement, nous ne sommes pas américains, mais nous comprenons pourquoi des Américains votent pour Trump. Parce qu'il défend les intérêts de la classe travailleuse américaine, mais également de la classe aisée. Il ne faut pas se mentir non plus. Il y a des avantages fiscaux qui ont été donnés, mais cela ne nous concerne pas. Donc, je pense qu'on va conclure sur cette note réaliste, c'est-à-dire qu'on n'est pas américain et qu'on n'a pas à être pro ou anti-Trump, mais on a juste à déduire les conclusions nécessaires sur l'impact d'une éventuelle victoire de Trump à l'international. Mais il ne faut pas trop attendre de Trump non plus. Voilà, donc il faut lire, lisez, arrêtez avec les vidéos, que les vidéos YouTube, voilà. Là, on fait une vidéo, ça permet, c'est didactique, ça permet d'avoir une vision d'ensemble rapidement, voilà. Mais il faut compléter par de la lecture. Je considérais les vidéos comme des introductions. Et voilà, lisez. Je veux dire, il y a des gens qui ont travaillé sur ces sujets-là, produit des articles, des livres, lisez-les. Voilà. Esfiendi, merci infiniment. Merci à toi, à bientôt. À bientôt et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis. Rendez-vous pour un prochain entretien sur ODC TV.